Et puis, au fil du temps, ça s'est renversé. Et ce qui était la source d'une souffrance est devenu la source d'une richesse. Il faut savoir que les éléments identitaires sont des éléments qui sont manipulés par les acteurs politiques, mais ce n'est pas les éléments identitaires qui manipulent les acteurs politiques. La vraie paix, c'est avoir de la sympathie pour quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Et qu'est-ce que c'est que la politique de la puissance pour la puissance? C'est une politique qui abandonne toute référence aux valeurs et aux droits. Parce qu'aujourd'hui, la puissance, elle est de plus en plus destructrice, elle est de plus en plus coûteuse, elle est de plus en plus inhumaine, comme le montrent toutes les guerres auxquelles nous assistons, mais elle est de plus en plus impuissante, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins capable de susciter un ordre nouveau. Moi, je suis un être humain dans le monde. C'est-à-dire qu'à ces moments où on voit de plus en plus l'identitarisme monter, où on essaye de trouver tous les moyens de se distinguer de l'autre, moi, ma passion, c'est de travailler dans le monde et de faire tomber toutes ces barrières, que l'incertitude de l'actualité internationale vient de plus en plus raviver et renforcer. En fait, que c'est le début d'une histoire, parce que lorsque j'étais enfant, le biculturel, c'était pas normal. Et mes camarades français ou franco-français me le faisaient sentir. Et j'ai beaucoup souffert de ma binationalité parce que mes camarades qui étaient 100% français ne voulaient pas m'inclure. Considéraient que j'étais un peu extérieur, bizarre, étrange, peut-être menaçant. Et l'époque, c'était celle de la guerre d'Algérie, et dans le contexte de la guerre d'Algérie, puisque j'étais franco-persan, mais persan, on ne savait pas trop ce que c'était, j'étais un bico, on m'appelait comme ça. J'ai beaucoup souffert. Et comme toute personne injustement agressée, j'avais même un sentiment de honte. C'est-à-dire, si on m'agressait, c'était probablement parce qu'il y avait quelque chose chez moi qui n'allait pas. Et puis, au fil du temps, ça s'est renversé. Et ce qui était la source d'une souffrance est devenu la source d'une richesse. J'ai compris, notamment lorsque j'avais atteint les 20 ans, et les événements de mai 68 m'avaient beaucoup aidé de ce point de vue-là, que la biculturalité, loin d'être un handicap, était une richesse. C'est-à-dire permettait d'entrer dans le monde. Vous savez, je suis né en 1950 à une époque où on n'avait affaire qu'à une juxtaposition d'États-nations, plus ou moins en conflit. Et maintenant, nous sommes dans le monde, avec la mondialisation qui a de beaucoup, grâce aussi à l'essor de la communication, de la visibilité, contribué à faire tomber les barrières. Et ceci m'a fait comprendre que nous étions dans un univers de différences, mais que ces différences, loin d'être coupables, étaient une source de richesse à partir du moment où on savait les utiliser convenablement. Et d'autre part, j'ai compris que mon père et ma mère appartenaient à deux histoires différentes. Et ce qui était formidable et concernant, c'est qu'ils s'aimaient beaucoup jusqu'à la mort, mais ils ne se comprenaient pas toujours. Et de là, je me suis posé cette question, mais si mon père et ma mère, qui s'aiment tant et se connaissent si bien, n'arrivent pas à se comprendre, comment dans le monde actuel, des acteurs qui ne s'aiment même pas peuvent parvenir à se comprendre et à coexister? Et voilà la feuille de route, c'est-à-dire construire un art de la coexistence. Cet art de la coexistence, il est mis au défi par quantité de ressentiment, d'amertume, d'arrogance, de volonté de domination. Il faut le combattre et il faut parvenir à une société mondiale dans laquelle les individus restent différents, restent autonomes,
mais se sentent complémentaires et surtout font l'effort de se comprendre les uns les autres. L'identité, dans un contexte de mondialisation, est devenue l'élément pivot, en quelque sorte le moteur du monde. Et comme tout moteur, il peut tourner bien à la faveur de tout le monde, ou tourner mal et conduire à la destruction de tout le monde. Il y a deux types d'identité, ou plus exactement, il y a deux lectures de l'identité. Il y a l'identité refuge, qui est une identité qui exclut. Qu'est-ce que c'est l'identité de refuge? C'est comme une maison dans laquelle vous entrez, dont vous fermez les portes, le verrou, les fenêtres, les volets, les rideaux, de manière à vous exclure de l'autre et à concevoir l'autre comme étant une menace perpétuelle contre laquelle vous devez vous défendre, y compris en vous armant et y compris éventuellement depuis votre maison fermée en attaquant. Et ça, on le voit dans le jeu international actuel. Et là, Amin Maalouf a tout à fait raison de parler d'identité meurtrière. C'est exactement cela. Donc, l'identité, si elle est un refuge, je dirais, qui sert à nier l'autre, qui sert à nier la mondialisation, est extraordinairement dangereux. On le voit fleurir en ce moment un peu partout dans le monde, aux États-Unis, dans beaucoup de pays européens, autant en Russie que dans le monde occidental. Donc c'est effectivement l'un des poisons violents de notre monde actuel. Mais vous avez l'autre construction de l'identité dont on parle peu, qui est tout simplement j'apporte ma différence pour l'édifice commun que tous les humains sont appelés à construire ensemble. Et c'est par exemple l'identité telle que l'UNESCO la conçoit, c'est-à-dire cette identité qui, lorsqu'elle est ajoutée à celle des autres, construit le patrimoine de l'humanité. Rien ne m'émerveille plus que de me rendre en Égypte pour contempler les pyramides, de me rendre en Inde pour contempler le Taj Mahal ou le temple de Tanjore, ou d'aller en Chine regarder le palais d'été, ou d'aller à Tlemcen voir le mausolée de Boumediene, etc., etc. Tout ceci permettant peu à peu de comprendre que l'humanité n'existe que dans l'addition des cultures et des richesses, et donc dans l'échange. Eh bien, là, les identités ne sont pas meurtrières, elles guérissent. Moi, je dirais qu'hélas, l'Occident n'a pas assez changé. C'est-à-dire que l'Occident, ce qu'on appelle l'Occident, d'ailleurs c'est un terme difficile à définir, mais je dirais le monde euro-américain. C'est plus juste parce que c'est plus objectif comme dénomination. Le monde euro-américain est celui qui a inventé le système international que nous connaissons. Il l'a inventé au XVIIe siècle, au moment où on construisait en Europe les États-nations, et c'est à partir de ce système international qu'a été conçu le droit international, la diplomatie mondiale, les institutions internationales que nous connaissons. Et donc, le monde euro-américain s'est toujours considéré comme étant au centre du monde. La grande faiblesse de ce monde euro-américain, c'est de ne pas avoir vu, ni surtout compris, la montée de cette mondialisation qui a décentré le monde. Et donc, la grande tétanie de ce monde euro-américain, c'est de se croire encore au centre, alors qu'il n'y a plus de centre. Et je suis notamment frappé avec quelle énergie, ici, les politiques, les analystes nient l'existence d'un Sud global, en disant, de toute façon, c'est des pays tellement différents qu'ils ne peuvent pas constituer un ensemble. Oui, mais depuis quand un ensemble a besoin d'être homogène? Un ensemble peut être diversifié, mais il a le grand avantage, cet ensemble, de partager un sentiment commun d'humiliation passée,
de domination ou de marginalisation actuelle. Le Sud global est marginalisé parce qu'il n'est pas du G7, il est pratiquement absent des instances dirigeantes des institutions internationales. Aucune de ces normes, aucune de ces valeurs n'est intégrée dans les grandes déclarations universelles. C'est pas lui qui a contrôlé les normes. Et donc, tout ça crée, je dirais, de la Chine jusqu'à la Gambie, un sentiment, pas une réalité objective, mais un sentiment de commun malaise et d'une volonté commune de reconstruire un monde plus intégré. Et en tous les cas, dans lequel ils auront davantage de place au soleil. Tout ça, le monde euro-américain ne le sent pas venir. De même qu'on on voit bien qu'un mort en Ukraine, ce qui est une horreur, est pourtant perçu de manière plus tragique qu'un mort en Palestine, et a fortiori encore un mort au Congo ou au Soudan. Il reste dans la pensée de ce monde euro-américain un sentiment de verticalité. Et ça a été autrefois la force de la domination euro-américaine, ce qui lui a permis de se construire des empires, de coloniser, de dominer, de contrôler le monde. C'est devenu maintenant une faiblesse, parce que les ressources de pouvoir et d'intelligence sont dispersées dans le monde, parce qu'on ne peut plus faire seul, parce que le monde est de plus en plus complémentaire, et parce que ceux qui ont été exclus revendiquent leurs droits, et si on ne satisfait pas leurs droits, leur déception se transforme en rage, cette rage en violence qui va frapper cet ancien monde dominateur. Oui, cette différence entre les États-Unis et l'Europe a joué un rôle important dans, je dirais, le temps qui a immédiatement suivi la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le spectacle du monde, en 1945, c'était d'abord celui d'États-Unis libérateurs, qui avaient libéré le monde du monstre nazi. Et puis, 1945, ça a été l'époque où les empires coloniaux européens ne tenaient plus. C'est-à-dire que la Seconde Guerre mondiale a considérablement affaibli la capacité dominatrice des puissances européennes, même si elles étaient apparemment vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Et les États-Unis, de manière assez hypocrite, il faut bien le dire, ont joué de cet argument, en disant, regardez, nous ne sommes pas une puissance coloniale. Pourquoi je dis c'était hypocrite? C'était hypocrite parce que les États-Unis avaient défini dès le XIXe siècle les conditions d'une nouvelle forme de domination sur le monde, qui ne transitait pas par le colonialisme, c'est-à-dire l'appropriation concrète et formelle, mais par un mode soit plus direct, soit plus subtil. Plus direct, c'était ce que Theodore Roosevelt appelait la politique du gros bâton. C'est-à-dire, quand la politique d'un pays, notamment en Amérique du Sud au XIXe siècle, ne plaisait pas, on intervenait directement. C'était pas une colonie, on n'avait même pas le droit d'intervenir, mais on sortait le gros bâton, c'est-à-dire l'argument de puissance, qui a toujours été un élément déterminant de la politique des États-Unis. C'est aussi vrai du temps de Theodore Roosevelt que du temps de Trump, lequel Trump d'ailleurs se réfère à Theodore Roosevelt. Ça, c'est la manière directe et cynique de la domination. Et puis, vous aviez une façon, je dirais, beaucoup plus subtile, qui appartient, je dirais, à la genèse, à la naissance même des États-Unis, qui, rappelez-vous, les pèlerins du Mayflower, ceux qui avaient quitté l'Angleterre pour les terres américaines afin de construire la cité de Dieu sur terre, ceux-là étaient animés d'un messianisme profond et de la conviction que vous ne retrouverez jamais à un tel degré dans les pays européens, que leur rôle était de libérer le monde au nom de Dieu et au nom des valeurs américaines. Ce soft power avant la lettre, cette façon de dominer
le monde par référence à des idéaux supérieurs, vous allez le retrouver jusqu'aux néoconservateurs, jusqu'à George W. Bush et sa fameuse théorie du regime change. Et George W. Bush se moquait pas mal du droit international. Lorsque il intervenait en Irak en 2003, c'était au nom presque de Dieu, en tous les cas, sous le prétexte fallacieux, mais le prétexte quand même de construire la démocratie dans un pays qui ne la connaissait pas. Et donc, on voit bien que les États-Unis se sont donné les moyens de dominer le monde autrement plus déterminant et pérenne que la colonisation. Lorsque le modèle colonial a été terminé, il était terminé. Le modèle américain, on trouvera jamais sa fin, son achèvement. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, sachant que la France, plus que tous les autres, n'a pas voulu rompre totalement avec le modèle colonial. C'est-à-dire que lorsque la France a décolonisé, nous sommes au début des années 60, eh bien, c'était avec l'idée obsessionnelle de construire un nouveau mode de domination, soit en gardant quelques colonies, comme la Nouvelle-Calédonie, soit en mettant en place ce qu'on a appelé la France-Afrique, c'est-à-dire une autre façon de dominer. Et donc la France n'a jamais été guérie du colonialisme, alors que la Grande-Bretagne, elle, a su s'en défaire. Huntington a instillé dans la science politique, et notamment la science des relations internationales, une sorte de poison violent. Pourquoi? Parce que Huntington considère que l'élément constitutif et irréductible des relations internationales, ce sont les identités. C'est-à-dire que les identités sont par définition construites comme irrémédiablement opposées à celles des autres. Moi, tout ce que je dis, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un programme en relations internationales et en politique étrangère qui repose sur l'idée du dépassement des identités et sur la construction de ce que j'appelais tout à l'heure la complémentarité des identités. Quand Huntington nous parle des frontières sanglantes des civilisations, ce n'est pas admissible, parce qu'au nom de quoi les rapports entre civilisations devraient être des rapports sanglants. Il ignore tout simplement le fait que c'est les entrepreneurs politiques, les acteurs politiques qui ont manipulé les symboles culturels et civilisationnels pour en faire des instruments d'agression ou en tous les cas d'opposition. Mais il n'y a absolument rien d'irréductible entre les cultures chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes, etc. Donc, Huntington vient servir cette vision culturaliste et belligène des relations internationales qui n'a absolument rien d'essentiel. Il faut savoir que les éléments identitaires sont des éléments qui sont manipulés par les acteurs politiques, mais ce n'est pas les éléments identitaires qui manipulent les acteurs politiques. C'est tout à fait l'inverse. Regardez la stratégie de M. Netanyahou quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt pour cacher le fait que la Cour pénale internationale désignait du doigt une présomption de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, M. Netanyahou est allé dire que la Cour pénale internationale était antisémite, ce qui n'a strictement rien à voir. Oui, il faut voir que lorsque le premier système international, au sens strict du terme, c'est-à-dire système d'État-nation, s'est constitué, ce système international, il était exclusivement et rigoureusement politique. C'est-à-dire que seuls les États, les princes, leurs stratèges avaient le droit d'accéder à la scène internationale et de jouer sur la scène internationale. Alors à l'époque, et pratiquement jusqu'en 1945, les relations internationales étaient des relations exclusivement politiques,
dont la traduction concrète se faisait à travers l'acquisition d'une puissance, comme on disait, cette puissance étant une puissance d'essence militaire, ce qui fait que les sociétés étaient complètement hors circuit. Et puis, il y a eu plusieurs révolutions auxquelles on n'a pas été assez attentif. La première révolution, c'est tous ces peuples qui ont cherché à s'émanciper. Lorsqu'un peuple cherche à s'émanciper, ça donne lieu à ce qu'on appelle une guerre de décolonisation, mais cette guerre de décolonisation n'oppose pas des États entre eux, puisque par définition, les peuples colonisés n'avaient pas d'État, et donc était une forme nouvelle de conflit qui opposait désormais des États constitués, dominateurs et colonisateurs, à des sociétés qui étaient désorganisées. Bon. Et donc on a vu là une première apparition du social dans le jeu international, et d'une formidable énergie sociale, tellement formidable qu'elle a systématiquement mis en échec les puissances étatiques. Les États ont été battus. La France a été battue en Algérie, elle a été battue en Indochine, mais les Anglais ont été battus au Kenya, ils ont été battus en Inde, etc., etc. Bon. Et puis, il y a eu ensuite un deuxième grand événement qui a été la dépolarisation, c'est-à-dire la fin du système bipolaire qui opposait deux blocs politiques sur des arguments politiques. Avec la chute du mur, on s'est aperçu que le clivage Est-Ouest, qui était un clivage très politique, n'était plus le grand organisateur du champ international. Et est intervenu enfin un troisième événement plus que majeur, c'est plus qu'un événement d'ailleurs, c'est une transformation qui est la mondialisation. Et avec la mondialisation, on a vu que les échanges, les interactions sociales libérées par les progrès de la communication, par le progrès des transports, par la visibilité du monde, a fait peu à peu entrer les sociétés dans le jeu international. Et maintenant, que voit-on? Les sociétés courent plus vite que les politiques. Et on voit bien comment, de plus en plus, les diplomaties sont paralysées. Regardez la diplomatie européenne face au Proche-Orient, regardez la diplomatie américaine un peu face à tout, n'est-ce pas, ou la diplomatie russe, alors qu'au contraire, les sociétés sont en pleine dynamique. Les chancelleries du monde, et pas seulement du monde occidental, même chose en Russie, même chose dans le monde arabe, ne savent pas réagir au conflit israélo-palestinien, alors qu'au contraire, les sociétés, et notamment les étudiants, se mobilisent avec une force absolument incroyable. Regardez la mobilisation des campus américains, par exemple, en soutien au peuple palestinien. Tout ça, c'est des paramètres nouveaux, et ces paramètres nouveaux, ils deviennent de plus en plus déterminants. Et on voit, et c'est ça qui, moi, m'intéresse peut-être le plus, que les formes nouvelles de conflits sont de plus en plus alimentées par des paramètres sociaux davantage que des paramètres politiques. Tout ça, ce sont des éléments qui interpellent la société et qui font que si on ne traite pas la société, si on ne soutient pas ces sociétés chancelantes ou en décomposition, eh bien, on va vers une aggravation des conflits. L'histoire, la construction d'un monde harmonieux suppose le passage par 3 étapes dont les 2 premières ont déjà échoué, ont été mal gérées. La première étape, c'est au moment de la décolonisation et de l'émancipation, où des peuples colonisés construisaient leur cité. Quand on construit sa propre cité, son propre pays, on ne peut le faire qu'en inventant les modèles, les instruments de gouvernement de cette cité. Or, la décolonisation, qui est un événement unique dans l'histoire longue, n'a pas laissé le temps ni la possibilité de cette construction. Les Européens, ils ont mis 3-4 siècles à se doter d'États, nations plus ou moins démocratiques. Les pays décolonisés, ils n'avaient pas 3 siècles, ils n'avaient pas 3 ans,
ils n'avaient pas 3 mois, ils avaient peut-être 3 minutes, c'est-à-dire le temps de l'indépendance. Et du coup, cet inédit a été traité de la pire des façons, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps, nous n'avons pas le temps de construire nos propres institutions, donc on va les importer. Comme on importerait des voitures ou des machines-outils ou je ne sais quoi. Et du coup, ces modèles étatiques importés, cet État importé, il avait très peu de chances de pouvoir fonctionner, parce que la population jugeait que c'était un produit qui lui était extérieur, et un produit qu'elle ne comprenait même pas, qu'elle ne savait pas faire fonctionner. Donc ça a été une première source de tension qui a conduit soit à une montée des autoritarismes, là-bas, si le public ne comprend pas, ben on va l'obliger à comprendre, soit au contraire la décomposition de ces États, c'est ce qu'on appelle les collapsing states, les États qui s'effondrent, là-bas, et hélas, il y en a eu beaucoup, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et tout ça à partir d'une certitude de plomb, parce que les puissances occidentales ont cette faiblesse de croire qu'ils ont inventé l'universel. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont inventé était valable pour tout le monde. Et donc tout ceci a abouti à une très grande tension. La deuxième tension, nous la vivons actuellement, et elle me préoccupe beaucoup, j'y ai consacré d'ailleurs un ouvrage, pour une approche subjective des relations internationales, dans lequel j'explique que le grand défi des relations internationales, c'est pas la rivalité de puissance, c'est pas le rapport de force, comme on le dit tous les jours, et jusqu'à M. Retailleau, la véritable base des relations internationales, c'est la capacité de comprendre l'autre. C'est-à-dire que je dis toujours à mes étudiants, quand vous faites des relations internationales, posez-vous les 3 questions clés. Comment l'autre perçoit-il l'événement que nous vivons communément? Deuxième question, comment l'autre me perçoit? Et ça, la grande faiblesse des Euro-Américains, c'est de ne jamais poser cette question, mais quelle image ils ont de moi? Parce que l'image qu'ils ont de moi va guider la production de leur politique étrangère. Et la troisième question, c'est comment l'autre imagine que je le perçois. C'est-à-dire, et ça c'est tout le drame actuel, la plupart du temps, l'autre est persuadé que je le méprise. C'est le début de l'humiliation, et l'humiliation, c'est le début de la rage. Il ne faut quand même pas l'oublier. Ces 3 questions-là, elles sont clés. Le grand anthropologue états-unien Clifford Geertz avait dit « mais nous sommes d'abord dans un système de compréhension ». C'est-à-dire il faut comprendre l'autre. À partir du moment où vous comprenez l'autre, vous avez fait déjà la moitié du chemin des relations internationales. Mais dans le monde euro-américain, comprendre l'autre, c'est considéré comme une source de faiblesse, alors que ça devrait être une source de force. Et ça, c'est la bataille du sens, qui est la bataille actuelle, on est en train de la perdre. Et puis, il y a une troisième bataille derrière, qui est quand même beaucoup plus réjouissante, qui est à partir du moment où on arrive à deviner que l'autre pense pas comme moi, et que c'est légitime qu'il ne pense pas comme moi, il faut voir comment cette différence de pensée peut mener à la paix. C'est ce que le grand philosophe allemand Hans Gadamer appelait la fusion des horizons, et c'est ce que le grand écrivain français Victor Hugo appelait la sympathie des âmes. La vraie paix, c'est avoir de la sympathie pour quelqu'un qui ne pense pas comme vous. Voilà. C'est ça la clé de la paix. La clé de la paix, c'est pas le cessez-le-feu. La clé de la paix, c'est pas l'équilibre de puissance. La clé de la paix, c'est pas la négociation transactionnelle. La clé de la paix, c'est la sympathie des âmes. L'introduction des réseaux sociaux, c'est une révolution énorme dans les relations internationales. Ça a pour effet de faire entrer les sociétés sur la scène internationale. C'est-à-dire, c'est exactement comme si la scène internationale était une scène fermée
double tour de verrou et que tout d'un coup on ouvrait les portes et les fenêtres et que tout le monde se précipitait à l'intérieur. C'est ça l'effet des réseaux sociaux. Alors ça c'est l'effet de la communication généralisée, la grande révolution de communication. Mais j'emploierais une métaphore, je dirais la communication généralisée, c'est comme le cholestérol. Vous avez du bon cholestérol et du mauvais cholestérol, vous avez de la bonne communication et vous avez de la mauvaise communication. La bonne communication, c'est quoi? C'est celle qui permet aux individus que nous sommes d'être informés presque immédiatement de ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, etc. Ce qui est un enrichissement pour l'être humain considérable. Aussi connaître l'autre. Autrefois, on n'avait qu'une vision extrêmement floue de ce que pouvait être la femme ou l'homme en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Chine, etc. Maintenant, on vit directement en communion avec ces sociétés. Mais en même temps, les entrepreneurs politiques ont compris le parti qu'ils pouvaient tirer de tout ça. Il suffit d'injecter des fake news ou ne serait-ce même sans fake news, des approximations, des stéréotypes, des idées toutes faites dans les réseaux sociaux, et à ce moment-là, vous intoxiquez 8 milliards d'individus. C'est vraiment le mauvais cholestérol. C'est-à-dire que 8 milliards d'individus vont vivre sous l'emprise de préjugés plus ou moins racistes, d'idées toutes faites, d'idées préconçues, et on le voit bien actuellement, celles et ceux qui savent maîtriser aujourd'hui l'information ont un pouvoir qui est beaucoup plus efficace que ce que leur donnent leurs armes. Il va là où on va le mener. C'est de notre responsabilité à chacune et à chacun. C'est-à-dire, il peut aller dans une très bonne direction, et il y a quand même des preuves qu'on peut conduire le monde vers de bonnes directions. Regardez les progrès qui ont été faits en matière sanitaire, en matière alimentaire. On est loin d'un résultat satisfaisant, mais il y a des progrès. Il faut rendre hommage aux efforts des ONG, des institutions internationales à orientation sociale. Ça, c'est plutôt encourageant, de même que les humains apprennent à se connaître et à s'aimer. Mais il y a aussi une autre option, qu'il aille directement dans le mur et dans la violence, à partir du moment où, effectivement, on aura fait le choix de la puissance. Et regardez, Trump, c'est quand même le choix de la puissance. Poutine, c'est le choix de la puissance. Netanyahou, c'est le choix de la puissance. Kagame, en Afrique, c'est le choix de la puissance. Et tout ça conduit à des risques énormes. Vous avez un ministre de l'Intérieur en France qui parle des relations franco-algériennes en termes de rapport de force. Est-ce que de la part d'une ancienne puissance coloniale, c'est sain de parler de rapport de force? Quand on a dominé l'Algérie pendant 100 ans, et avec quelle violence, avoir l'audace ou l'inconscience de parler de rapport de force. Donc, évidemment, ceux qui restent attachés à la puissance et à la force nous mènent au désastre. Parce qu'aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, la puissance, elle est de plus en plus destructrice, elle est de plus en plus coûteuse, elle est de plus en plus inhumaine, comme le montrent toutes les guerres auxquelles nous assistons, mais elle est de plus en plus impuissante, c'est-à-dire qu'elle est de moins en moins capable de susciter un ordre nouveau. La puissance américaine, depuis 1945, a échoué à produire un ordre nouveau. La puissance russo-poutinienne n'a été en rien capable de produire un ordre nouveau. La puissance israélienne a mis 78 ans à casser le peuple palestinien sans pouvoir pour autant installer un ordre qui lui serait même profitable. Donc il faut faire attention à cela.